Madame, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette rétrospective de l'année 2024. Bonne et heureuse année à toutes et à tous. Les titres au sommaire de cette édition. La délégation togolaise à la COP28 est revenue au pays avec de bonnes nouvelles. Plusieurs contrats conclus pour mieux lutter contre les effets du changement climatique au Togo. La restitution est faite aux acteurs concernés par le ministre de l'Environnement. Nous parlerons des déchets électriques et électriques. Leur gestion demeure un véritable casse-tête dans beaucoup de pays africains, le Togo y compris. Comment mieux gérer ces déchets afin de préserver l'environnement et la santé publique, vous le saurez. Et puis le gouvernement nigérian pense à la restauration des terres dégradées. Plus de 7 millions de terres sont concernées dans le pays. Toutes les parties sont appelées à mettre la main à la pâte. C'est tout pour le sommaire. Le Togo maintient le cap dans la lutte contre l'érosion côtière. Le pays va construire 22 nouveaux épis courants ce mois de janvier avec un financement de 35 millions d'euros de l'Agence française de développement. Ces nouvelles installations vont renforcer la capacité du pays à faire face à l'avancée de la mer. Suivant. La construction de 22 nouveaux épis pour venir à bout du phénomène de l'érosion côtière dont l'avancée rapide de la mer détruit plusieurs habitations riveraines et infrastructures au long de la côte. Le projet est soutenu par un financement de 35 millions d'euros de l'Agence française pour le développement. Ces épis viennent s'ajouter aux 14 déjà existants dans le cadre du projet de gestion du littoral ouest-africain Ouattara-RESIP et bénéficient également du soutien financier supplémentaire des Pays-Bas. Cette contribution financière des Pays-Bas vient renforcer l'effort global de la protection côtière au Togo. Ces fonds supplémentaires constituent aussi un engagement international à soutenir les initiatives de préservation de l'environnement et d'adaptation au changement climatique dans la région. Avec la construction supplémentaire des épis, le Togo occupe une place de leader de la lutte contre l'érosion côtière en Afrique de l'Ouest. La collaboration fructueuse entre le Togo et l'Agence française pour le développement et les Pays-Bas dans la protection de son littoral offre un modèle pour d'autres pays qui font face à des défis identiques. Selon le coordonnateur du projet WACA, Dr Adou Rahim Alimi Asmiou, il reste encore 14 épis à poser afin de relever le défi du gap. Il estime malgré ce financement qu'il faut mobiliser des fonds supplémentaires pour permettre de faire une protection à 100% de ce segment de 25 km car la côte togolaise fait 50 km à peu près et la partie soumise à l'érosion fait 39 km. Les 14 premiers kilomètres sont pris en compte par le projet géré par les ministères des Travaux publics, dont les 25 km par le ministère de l'Environnement. Le ministre togolais de l'Environnement et des Ressources forestières, Katari Folibasi, a fait le point des acquis de la participation du Togo à la COP28 aux différents acteurs. C'était au cours d'un atelier tenu à Lomé le 28 décembre 2023. Il en ressort que le Togo a tiré profit de cette rencontre avec la signature d'un certain nombre d'accords pour une meilleure lutte contre le changement climatique. Plus de détails avec Irène Papadia. C'était en présence du ministre de l'Environnement et des Ressources forestières, Katari Folibasi, de la représentante résidente du PNUD Binta Sané, des autorités des parties prenantes et des représentants des organisations de la société civile qu'a eu lieu la restitution des expériences et des résultats de la 28e conférence des Nations Unies sur le climat COP28. L'objectif de cet atelier est de partager les résultats avec toutes les parties prenantes en vue de capitaliser les bonnes pratiques et de tirer les leçons pour une meilleure gestion des changements climatiques sur le plan national. Il s'agit aussi de communiquer les résultats des différentes conférences, à savoir COP, CMP, CMA, présenter les opportunités explorées et les leçons apprises de la participation de la délégation togolaise. Il ressort de la restitution que la COP28 a permis l'opérationnalisation de fonds sur les pertes et préjudices.
Le principe de ce fonds, qui aidera à dédommager les pays vulnérables durement touchés par les événements climatiques extrêmes, avait été annoncé lors de la COP 27. Selon Madame Aoumeri, directrice de l'environnement, le pays hôte, les Émirats arabes unis, ont donné le ton en versant leur contribution. Les autres pays comme l'Allemagne, le Japon, la Belgique ont également donné des contributions pour rendre service aux communautés les plus vulnérables et de l'habitation. Au nombre des questions examinées au cours des négociations figure l'établissement de l'objectif mondial de l'adaptation, le financement à long terme ainsi que l'adoption du texte sur la sortie des énergies fossiles. Les règles et modalités d'application de l'article 6 de l'accord de Paris, le renforcement des capacités et la transparence des actions climatiques font partie aussi des questions examinées. Le ministre Foli Bazi a fait ressortir les conclusions prises, entre autres l'adoption du texte sur la sortie des énergies fossiles. Concernant les fonds sur les pertes et les préjudices, les pays développés ont affirmé le maintien de leur objectif de mobilisation collective des ressources. Il s'est réjoui du fait que le Togo a été invité en tant que partie à cette convention et que la délégation togolaise a été personnellement conduite par le chef de l'État togolais, son Excellence Faure Esozimna Gnassingbé. La gestion des déchets électriques et électroniques est un véritable défi dans beaucoup de pays africains. Le Togo n'est pas épargné. La prolifération de ces déchets constitue une menace sanitaire et environnementale en raison des gaz toxiques qu'ils contiennent. Comment mieux gérer ces déchets afin de préserver l'environnement et la santé publique? Voici les éléments de réponse. Les déchets électriques et électroniques constituent des soucis majeurs des villes africaines. Devenu aujourd'hui un phénomène récurrent, ces déchets d'équipements électriques et électroniques font désormais partie intégrante des questions quotidiennes de nos sociétés africaines, notamment le Togo. Ces matériels constituent l'ensemble des appareils qui fonctionnent à base du courant électrique, tels que les postes téléviseurs en panne, les réfrigérateurs hors d'usage, le matériel informatique, les ampoules électriques, de même que les batteries abandonnées. Il représente un réel problème environnemental et de santé publique. En même temps perçu par les techno-optimistes comme une opportunité pour l'Afrique de s'intégrer dans la révolution informatique, les outils électriques et électroniques sont de véritables sources de préoccupation. Vu les enjeux environnementaux et sanitaires qu'implique cette révolution au Togo, il est nécessaire de parler des dangers liés à ces déchets et leur gestion. Les matériels électriques et électroniques arrivés en fin de vie deviennent encombrants pour leurs utilisateurs. La plupart les conservent par pur attachement, d'autres les stockent pour des raisons de réutilisation. Quand bien même mauvais pour l'environnement, ça fait gagner du pognon selon les receleurs. En effet, les pays africains sont marqués ces dernières décennies par des taux de pénétration très remarquables des technologies de l'information et de la communication. Dans les quartiers de Lomé, les dépanneurs en font des déchets électroniques, des trophées qu'ils collectionnent. Dans leur atelier, l'on peut trouver ces déchets électroniques conservés soit négligemment ou minutieusement. En réalité, la mauvaise gestion des déchets électriques et électroniques pose un problème environnemental de santé publique. Il requiert des composantes chimiques très toxiques, à savoir le plomb, le cadmium, le mercure, le lithium, le palladium, eux-mêmes les retardateurs de flammes une fois que ces déchets sont brûlés à l'air libre. Ces substances toxiques laissées dans la nature contribuent à trouer la couche d'ozone, augmentant le réchauffement climatique, ce qui est dangereux pour la santé et l'environnement. Ce phénomène est souvent observé dans les environs de Sim-Togo où est réservé un espace exclusif d'incinération des fils électriques en vue d'en extraire du cuivre. Au regard des conséquences que font peser les restes d'équipements électriques sur la santé humaine et sur l'environnement, il urge de l'avis des spécialistes que les pouvoirs publics, les entreprises et la société civile s'impliquent efficacement dans la sensibilisation pour leur manipulation et gestion responsable. La menace étant réelle, chacun est appelé à plus de vigilance dans la gestion des dits déchets afin de ne pas compromettre sa santé. Tous les acteurs sociaux doivent également jouer leur partition pour enrayer ce fléau.
7 millions d'hectares sont dégradés au Nigeria selon le ministre de l'Environnement nigérian Balakrbe Nawala. Le gouvernement renouvelle son engagement à les restaurer pour la durabilité de l'environnement. L'opération va nécessiter des efforts de collaboration entre les différents acteurs. Les précisions avec Irène Papadina. Le gouvernement fédéral du Nigeria a renouvelé le 21 décembre 2023 son engagement à restaurer davantage les terres dégradées pour assurer la durabilité de l'environnement dans le pays. C'était au cours d'une rencontre entre le ministère nigérian de l'Environnement et le projet de résilience agroclimatique dans les paysages semi-arides à Crissal, un dispositif multisectoriel et multi-institutionnel couvrant l'environnement, l'agriculture et l'eau. Selon le ministre nigérian de l'Environnement, Balarab Lawal, les efforts devraient être concentrés pour mieux protéger les sols, lacs, les forêts et lutter contre les crimes sur la faune. Le projet est mis en œuvre dans 19 États du Nord et dans le territoire de la capitale fédérale FCT. L'accent est mis sur l'évaluation du projet, le renforcement de la collaboration pour une mise en œuvre efficace, le gouvernement de l'État s'appropriant le projet afin d'approfondir les actions de renforcement de la résilience et de l'adaptation. Ce projet a permis de mieux comprendre les processus de mise en œuvre du projet de résilience agroclimatique dans les paysages semi-arides à Crissal, mais ce processus de mise en œuvre est un exercice continu au niveau fédéral. Globalement, la Banque mondiale a continué à renforcer son engagement en faveur du changement climatique, de la résilience, de l'adaptation et de l'atténuation. La Banque mondiale a offert 700 millions de dollars pour renforcer la résilience et restaurer le paysage redouté dans les 19 États du Nord, y compris le territoire de la capitale fédérale. L'entreprise publique Namibian Power Corporation confie aux entreprises chinoises la construction d'un système de stockage de l'électricité par batterie à la sous-station d'Omburu en Namibie. Cette collaboration va permettre au pays de stabiliser son réseau électrique. Pour en parler, Alexandra Adekambi. La Namibie se lance dans le stockage d'électricité à grande échelle. L'entreprise publique Namibia Power Corporation a récemment signé un contrat d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction d'un système de stockage de 54 MW sur 54 MWh avec les entreprises chinoises Shandong Electrical Engineering E-Equipment Group et Zhejiang Narada Power Source. Les batteries seront installées à la sous-station d'Omburu à 12 km au sud-est d'Omaruru dans la région d'Erongo. Cette localité concentre plusieurs centrales à énergie renouvelable. Il y a un peu plus d'un an, NamPower y a inauguré une centrale solaire photovoltaïque de 20 MW. Selon la compagnie publique, le système de stockage permettra de stabiliser son réseau tout en limitant l'impact de l'intermittence liée à la production de l'énergie solaire. Les travaux dureront 18 mois et l'installation devrait être opérationnelle en mi-2025. Ce projet est soutenu par l'Agence allemande de développement à travers une subvention de 20 millions d'euros. Ce système de stockage par batterie changera la donne et transformera le paysage énergétique namibien. Il modifiera la façon dont NamPower produit, distribue et consomme l'électricité, renforçant ainsi la vision de l'entreprise qui consiste à évoluer vers un avenir plus résilient et plus durable. La période des fêtes de fin d'année a tourné au drame dans certaines régions du monde. Des crues soudaines ont eu raison d'au moins 21 personnes dans la petite ville de Ladysmith en Afrique du Sud. Cette ville de la province du KwaZulu-Natal a été secouée par le catalysme. Commentaire sur image Léonce Sago. Le porte-parole de la police, le colonel Robert Nechionda, a déclaré qu'au vendredi 29, un total de 21 corps ont été retrouvés. Ces inondations avaient frappé le jour de Noël la ville, emportant environ 1400 maisons. Le nombre de morts devrait augmenter car beaucoup de noms confirmés de personnes sont toujours portés disparus, a-t-il indiqué. Il ajoute que les équipes de sauvetage et de recherche sont en train de parcourir les rivières pour retrouver et récupérer les corps. L'opération de recherche a continué tout au long du week-end.
Une des familles victimes de Lady Smith se préparait à enterrer 7 de leurs proches tués par les inondations qui ont emporté leur véhicule dans la rivière. Les secouristes ont retrouvé les corps de Vincent Simango, de sa femme, de ses 2 enfants, son frère, sa nièce et son neveu, toute une famille emportée par les eaux, a rapporté le journal local Eyewitness News. Rappelons que cette région est souvent confrontée à des inondations dévastatrices et qu'en 2022, des pluies diluviennes avaient tué plus de 400 personnes. Les autorités continuent les recherches dans l'espoir de retrouver d'autres corps à restituer aux familles. Selon le Fonds international pour la protection des animaux, au moins 100 éléphants sont morts dans le parc national de Hwang, l'une des plus grandes réserves naturelles du Zimbabwe. Une mort causée pour la plupart par la sécheresse. La situation devient de plus en plus inquiétante. Alexandra Adekam. Au Zimbabwe, les pluies d'été ont accusé un retard d'environ 5 semaines en raison du phénomène El Niño. Dans le parc national de Hwang, qui couvre environ 15 000 km² au nord-est du pays, de nombreux points d'eau autrefois abondants se sont transformés en flaques boueuses. Les près de 45 000 éléphants que comptent l'aire protégée ont fait face à un stress hydrique sévère. Épuisés par le manque d'eau, des dizaines d'entre eux ont succombé. D'après le Fonds international pour la protection des animaux, à la fin de la saison sèche, les éléphants sont toujours affaiblis. Pendant la saison sèche, les éléphants restent toujours autour des points d'eau. Ils se nourrissent de la végétation avoisinante et donc plus la saison sèche dure, plus ils doivent s'éloigner des points d'eau pour manger et revenir pour boire. Donc, si la saison sèche se prolonge, les distances à parcourir deviennent trop importantes et les éléphants s'affaiblissent et certains finissent par mourir. L'organisation indique que les 104 forages d'eau alimentés par énergie solaire du parc de Hwang n'étaient pas suffisants pour faire face aux températures extrêmes qui assèchent les points d'eau existants, obligeant les animaux à parcourir de longues distances à la recherche de nourriture et d'eau. La nouvelle sur le péril des éléphants au Zimbabwe est survenue au moment où s'achevait à Dubaï, aux Émirats arabes unis, la 28e conférence des Nations unies sur le climat. Des négociations au cours desquelles l'IFO a mis en avant l'impact dévastateur du changement climatique sur la faune et les êtres humains. L'organisation appelle à une approche intégrée et holistique pour soutenir les habitats et les communautés résilientes au changement climatique. Il y a quelques jours, l'Angola avait annoncé son retrait de l'Organisation des pays exportateurs du pétrole. Le pays dit se sentir brimé par les quotas imposés qui l'empêchent d'honorer ses contrats. Une décision que 2 autres pays d'Afrique, comme le Nigeria et le Congo, n'ont pas hésité à commenter. Les éclairages avec Léon Sano. La semaine dernière, l'Angola annonçait son retrait de l'OPEP après que celle-ci ait assigné à ce pays des objectifs de production bas pour 2024, soit 1,11 million de barils de pétrole par jour, malgré que le pays ait besoin d'en produire 1,18 million pour honorer ses contrats avec les partenaires internationaux. Cette décision a suscité la crainte des autres membres de voir d'autres États africains suivre le mouvement. Mais le Nigeria, par la voix de son ministre du pétrole, Heineken Lokpobiri, a annoncé que l'engagement d'Abuja demeurait inébranlable. Il affirme aussi que c'est la collaboration et l'organisation qui permettaient de maintenir le marché, aidant ainsi à garantir la stabilité des prix aux consommateurs. Par ailleurs, le Nigeria devrait excéder l'objectif fixé à 1,5 million de barils par jour en 2024 afin d'en produire jusqu'à 1,8 million. C'est un constat partagé par le ministre congolais des hydrocarbures, Bruno Jean-Richard Itchoua, dans un communiqué où il explique que le Congo restait attaché à la politique des membres de l'OPEP et de l'OPEP+. Ce pays, qui avait rejoint les rangs de l'organisation en 2018, s'est fixé une capacité productive de 277 000 barils par jour. Dans le reste de l'actualité, la France se retrouve en bonne position dans la course à la réduction des émissions de gaz à effet de serre.
Le pays a enregistré une baisse globale de 4,6% de ses émissions de CO2 sur les 9 premiers mois de l'année 2023. Un bon résultat qu'il faudra qu'il veille améliorer au cours des années à venir. Vivas Ama. Les 9 premiers mois de l'année 2023 ont été marqués par une baisse de 4,6% des émissions de gaz à effet de serre par rapport à la même période en 2022 dans l'Hexagone. Un recul considérable dont se réjouit le Centre interprofessionnel technique d'études de la pollution atmosphérique CITEPA. 3 secteurs ont le plus participé à cette baisse. D'abord l'industrie avec moins 9,3%, ensuite la production d'énergie qui enregistre un recul de 9,4% et les bâtiments où on note une baisse de 7,5%. Les transports contribuent plus modestement à cette tendance à la baisse avec un pourcentage en moins de 1,8%, toujours selon le CITEPA qui est l'organisme mandaté pour réaliser l'inventaire français des émissions et qui en publie une préestimation. Notons qu'en mai dernier, la France a annoncé vouloir réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 50% en 2030 par rapport au niveau de 1990 et ceci conformément aux engagements européens. Une ambition qui implique de doubler le rythme de baisse des émissions actuelles. Contrairement aux autres domaines, le transport aérien continue de voir ses émissions augmenter. Ainsi, l'on enregistre une augmentation de plus de 21% pour les vols domestiques sur les 9 premiers mois et de 27% pour les vols internationaux. Le financement climatique a augmenté en 2022 dans le monde, notamment dans les économies à faible revenu et à revenus intermédiaires. C'est ce que révèle un nouveau rapport qui indique également que les banques multilatérales de développement ont mobilisé 60,7 milliards de dollars de financement climatique pour les pays en développement. Alexandra Adekami. Le rapport publié récemment est le résultat de la compilation des données de plusieurs banques multilatérales de développement BMD, à l'instar de la Banque africaine de développement, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, la Banque européenne d'investissement ou encore la Banque interaméricaine de développement. Selon le rapport, ces banques ont accordé 60,7 millions de dollars de financement climatique aux économies à faible revenu et à revenus intermédiaires en hausse de 46% par rapport au volume de 2019. Au niveau mondial, ce financement a atteint près de 100 milliards de dollars contre 82 milliards de dollars en 2021. Sur ce financement, les pays d'Afrique subsaharienne ont pu capter 16,3 milliards de dollars. Mais les pays en développement d'Europe s'en sortent avec plus de 36 milliards de dollars. Selon le rapport, sur les 60,7 milliards de dollars débloqués pour les économies à faible revenu en 2022, 38 milliards de dollars ont été alloués à l'atténuation du changement climatique. Les financements ont notamment été alloués au développement des transports moins émetteurs de dioxyde de carbone, à l'agriculture, à l'agroforesterie ou encore à l'énergie. Dans le même temps, 22,7 milliards de dollars ont été consacrés à l'adaptation au changement climatique, notamment les systèmes d'eau et d'assainissement, l'industrie manufacturière ou encore les infrastructures côtières pour les pays les plus exposés aux inondations et à la montée du niveau de la mer. En 2022, le secteur privé a mobilisé 69 milliards de dollars contre 41 milliards de dollars en 2021. Pour sa part, la Banque africaine de développement a augmenté son financement climatique de 2,1 milliards de dollars en 2020 à 2,4 milliards de dollars en 2021 et 3,6 milliards de dollars en 2022. L'allocation de la Banque panafricaine est presque entièrement canalisée vers les économies à faible revenu et à revenus intermédiaires. Ces engagements sont très loin de satisfaire les besoins de l'Afrique en matière de financement climatique. Selon les données climat que les 55 pays africains ont fournies à l'Organisation des Nations Unies ONU, le continent aurait besoin de 2800 milliards de dollars d'ici à 2030. Ce sont des insectes souvent détestés. Les cafards sont présents dans tous les endroits, y compris nos habitations, et sont très difficiles à éradiquer. Bien que leurs images provoquent le dégoût de nombreuses personnes, ces créatures jouent des rôles vitaux dans les écosystèmes. Reportage. Aussi appelés blattes ou concrélates, les cafards sont des insectes de l'ordre des blattoptères, auxquels appartient également le termite. Omniprésents et souvent considérés comme des nuisibles, les cafards sont essentiels à des écosystèmes sains.
Bien qu'ils passent inaperçus, ils sont une partie intégrante de la biodiversité. Ils agissent comme des maillons cruciaux dans la chaîne alimentaire, étant une source de nourriture pour de nombreux prédateurs, des oiseaux aux mammifères. En jouant ce rôle, ils aident à contrôler les populations d'autres espèces, évitant les déséquilibres écologiques. Au-delà de leurs images négatives, les cafards jouent des rôles cruciaux dans la symphonie de la nature, agissant comme des engrenages visibles qui soutiennent la machinerie de la biodiversité. Les cafards sont apparus sur Terre il y a plus de 350 millions d'années. Il en existe environ 600 000 espèces réparties dans tout le monde entier. Plus d'un tiers d'entre eux représentent un problème occasionnel pour l'être humain. C'est pourquoi les cafards ou battles sont classés parmi les insectes indésirables. Ce sont des insectes assez grands dont la longueur peut atteindre 9 cm. Ces insectes sont pour le plus grand nombre d'entre eux omnivores. Il existe quelques exceptions qui sont xylophages, c'est-à-dire qu'ils se nourrissent de bois, comme c'est le cas des termites par exemple, également classés dans l'ordre des blatoptères. Les cafards, comme mentionné précédemment, sont connus pour leur résistance, mais évidemment, ils ne sont pas immunisés contre les effets du changement climatique. Ce phénomène mondial a modifié les modèles climatiques, affectant directement ces créatures qui ont évolué sur des millions d'années. À mesure que les températures augmentent, les cafards sont menacés par des conditions environnementales extrêmes et par des changements dans la disponibilité de la nourriture. La fréquence et l'intensité des phénomènes météorologiques extrêmes comme les vagues de chaleur, les inondations et les tempêtes peuvent perturber leurs habitats naturels et réduire leurs sources de nourriture, testant leur capacité d'adaptation à un environnement en constante évolution. De plus, le changement climatique influence également la distribution géographique des cafards. Des espèces historiquement trouvées dans des climats plus chauds peuvent entendre leur distribution à des régions auparavant inhospitalières en raison de l'augmentation des températures. Ce déplacement peut avoir des conséquences significatives sur les écosystèmes locaux, affectant la compétition pour les ressources en modifiant leur interaction trophique. En résumé, le changement climatique représente un défi supplémentaire pour ces créatures résilientes, soulignant le réseau complexe d'impacts environnementaux qui s'étendent à différents niveaux de biodiversité. Le rôle des cafards dans la décomposition de la matière organique est vital pour maintenir la propriété des environnements naturels. Ces créatures, malgré leur mauvaise réputation, sont essentielles à la nature. Et pour finir, l'année 2023 est consacrée la plus meurtrière du XXIe siècle selon Emergency Event Database de l'Université catholique de Louvain. L'année enregistre à elle seule près de 400 millions d'hectares brûlés dans l'Hexagone et plus de 250 personnes tuées. À cela s'ajoute le rejet de 6,5 milliards de tonnes de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. On fait le point avec Alexandra Adekambi. Le continent américain a connu cette année une saison de feux de forêt qui a battu tous les records avec près de 80 millions d'hectares brûlés, soit plus d'une fois et demie de la surface de l'Espagne. À l'origine de cette envolée des chiffres, le Canada avec 18 millions d'hectares partis en fumée cette année, soit un tiers de la France métropolitaine. 97 morts et 31 disparus dans les incendies à Hawaï en août, 34 tués en Algérie, au moins 26 en Grèce. L'année a été la plus meurtrière du XXIe siècle selon Emergency Event Database de l'Université catholique de Louvain avec plus de 250 morts. La Grèce frappée par le plus grand incendie jamais enregistré dans l'Union européenne. Une surmortalité qui risque de s'accroître dans les années à venir avec des incendies qui se rapprochent dangereusement des espaces urbanisés. En cette année 2023, en plus des zones habituellement exposées comme le bassin méditerranéen, l'Amérique du Nord ou l'Australie, d'autres régions, jusqu'alors plus préservées comme Hawaï et Tenerife, ont été dévastées, augmentant le nombre de personnes menacées et frappant les populations les plus vulnérables. Outre le dioxyde de carbone,
Les feux de forêt et de végétation dégagent toute une série de particules nocives de monoxyde de carbone à une longue série d'autres gaz ou d'aérosols. Ces émissions altèrent très fortement la qualité de l'air sur des centaines de kilomètres pour les feux les plus intenses. Selon une étude parue en septembre dans la revue Nature, les populations des pays les plus pauvres, en premier lieu en Afrique centrale, sont très largement davantage exposées à la pollution de l'air causée par ces feux que celles des pays développés. L'Afrique est le continent comptant le plus d'hectares partis en fumée depuis le début de l'année. C'est la fin de ce journal. Nous avons été ravis de vous le présenter. Prenez soin de vous.